Et salut, amis bidouilleurs et bidouilleuses. En attendant la rentrée, le retour des sujets sérieux sur la chaîne, et vu que l'épisode pilote de Bidouille vous a plu, je vous ai préparé un Summer Bidouille. C'est un épisode de Bidouille, mais en été. Bon, je suis désolé si vous entendez un bruit de ventilo, mais j'en peux plus, il fait trop chaud là. Le bidouilleur a parfois des intuitions assez cheloues. Par exemple, ce que j'appelle l'effet boîte de Malongo, qui consiste à vouloir absolument garder des emballages vides ou des objets jetables, parce qu'on a l'intuition que ça pourrait servir. Alors attention, hein, c'est pas de l'accumulité aiguë, ça n'a rien à voir, c'est mon esprit créatif, ok? Je sais pas, c'est une intuition. Par exemple, ce rouleau de PLA vide, bah je pourrais en faire quelque chose, je sais pas encore quoi, mais je vais le garder de côté au cas où. Mais le fait de regarder un objet, de sentir qu'on peut en faire quelque chose, ne fonctionne pas uniquement qu'avec des emballages ou de la récupération. Personnellement, j'ai cette intuition à chaque fois que je vais dans un magasin de type Jiffy, Foire Fouille ou Action. Et il y a un objet en particulier qui m'intéresse depuis pas mal de temps, le manche à balai. En particulier celui en métal. Le balai est recouvert d'une gaine en plastique, et le tube en métal est fait d'une feuille d'acier roulée sur elle-même et soudée tout le long par soudure à haute fréquence. J'aimerais bien avoir cette machine. Le diamètre du tube fait en général 22 mm pour une épaisseur de 0,2 mm. Et je dis en général parce que tous les balais ne font pas le même diamètre, donc faites attention si vous voulez reproduire mon expérience. Mais l'intérêt est surtout le prix. On peut en trouver à 80 centimes, ce qui fait 66 centimes du mètre. Là où un tube en acier classique sera à 3 ou 4 euros du mètre si on se fournit chez un grossiste. Bon, ok, un manche à balai, c'est pas un modèle de solidité. L'acier qui le compose est très médiocre, il se plie très facilement et se déforme rien qu'en le sciant. Bref, en gros, c'est un petit peu de la merde. Et c'est tout à fait normal, hein, parce que c'est un manche à balai à 80 centimes. Mais vous êtes pas n'importe où ici. Ici, nous sommes sur une chaîne qui parle de technique. Et le défi, c'est de pousser le manche à balai dans ses retranchements et d'utiliser le savoir que des générations d'ingénieurs nous ont transmis pour construire un truc, le plus improbable et délirant possible, hein, parce que sinon, comment on fait pour faire des vues? Alors justement, j'avais pensé à plusieurs idées. Un petit pont sur lequel on peut vraiment marcher dessus, un dôme géodésique, mais vu qu'on est dans le sud et que j'aime bien me baigner, ça sera un putain de bateau. Je dis ça parce que moi qui pensais que cette histoire ça serait plié en quelques jours de boulot, hein, je pensais faire un petit projet pour l'été comme ça, pour faire une petite vidéo. Ça m'a pris des heures de modélisation, de recherche et surtout plus de 300 heures d'impression, 4 kilos de PLA, 3 jours de montage. Donc ouais, un putain de bateau. Au début, j'étais parti sur la fabrication de cubes que j'assemblais entre eux, mais c'est pas assez solide. Du coup, j'ai mis mon orgueil de côté, et je me suis dit qu'il fallait faire appel à la discipline maître dans l'art de fabriquer des choses beaucoup plus grosses et résistantes par rapport au matériau qui est employé pour le construire, l'ingénierie des structures. Les gens qui bossent là-dedans, c'est le genre à admirer la tour Eiffel, pas parce que c'est beau, mais parce que c'est un petit bijou d'optimisation structurelle. Même aujourd'hui, avec des simulations informatiques, on a du mal à savoir où enlever de la matière tout en gardant la solidité. Ouais, c'était un bon le Gustave, hein, il était très fort. Alors bien sûr, il existe des tonnes de structures différentes, on va donc se focaliser sur les structures en treillis, c'est-à-dire des assemblages de barres, le plus souvent en métal, pour construire des ensembles isostatiques. Ça veut dire qu'ils sont suffisamment contraints pour être stables. Par exemple, si je fais un cube simple fixé au sol, il encaissera sans problème les forces verticales. Mais si je pousse en haut sur le côté, je vais créer une force qui va entraîner un couple sur les jonctions. Et vu que c'est des jonctions faites à l'arrache et pas très solides, le cube risque de plier. C'est le classique quand on construit une étagère, si on oublie de mettre le fond, ça peut vite partir en vrille quand on commence à mettre du poids dedans. Dans cet exemple, on peut contraindre et arriver à l'isostatisme avec seulement 2 tubes en diagonale sur des côtés perpendiculaires. Ça suffit pour supprimer les degrés de liberté et rigidifier l'ensemble. En mettant des tubes en diagonale sur toutes les faces, on met plus de renfort que nécessaire. On parle alors d'hyperstatisme, et les ponts ou bâtiments en treillis sont très souvent hyperstatiques parce qu'on préfère bien les contraindre pour être sûr que ça bougera pas dans le temps. En plus, toutes les structures sont pas construites non pas pour résister aux utilisations normales, mais pour résister à des contraintes exceptionnelles, par exemple, qui auront lieu 2% du temps durant toute la vie de la construction, comme les grosses rafales de vent, les séismes d'une certaine magnitude, etc. Les exemples les plus courants de structures en treillis sont les ponts. D'ailleurs, les formes les plus connues ont des petits noms. Par exemple, ça, c'est le système en K. Un système en K parce que les barres forment des K.
Ouais, ils sont fait chier sur ce coup-là. Ça, c'est le système Baltimore, et ici, le système Pennsylvania. Les Américains sont friands de ponts en treillis. En anglais, on appelle ça des truss bridges. Tout a été inventé plus ou moins au 19e siècle, avec d'un côté le développement du train, qui demandait des voies aménagées, pas trop pentues, pas trop sinueuses, et donc la nécessité de construire plus de ponts et surtout résistants. Et de notre côté, le développement de l'industrie de l'acier, qui a été une méga révolution, mais ça, un jour, il faudra que je vous en parle. Et perso, j'adore le look de ces structures, je trouve que ça a trop de la classe. Bon, alors tout ça, c'est bien beau, mais moi, ce que je voulais, c'était vraiment la forme la plus élémentaire possible, et aussi la possibilité de passer en 3D, parce que là, c'est des structures pour faire le côté des ponts. Et je veux pas faire un pont, je veux faire un bateau. Je suis parti voir du côté des toitures, en particulier celles de grande taille. En effet, on utilise des structures en treillis, ou des structures qu'on appelle réticulées, pour fabriquer des toitures ou des bâtiments de très grande taille d'un seul tenant. C'est à partir de là que j'ai fini par trouver la forme géométrique qui me servira de référence. Une pyramide avec une base carrée dont tous les côtés ont la même longueur. Ceci sera donc la base de ma structure, et je peux l'agrandir à l'envie sur le même plan. Il suffit d'ajouter une jonction et 3 barres. Et la première fois que j'ai essayé de modéliser ça, je me suis vite rendu compte que la jonction entre les tubes était l'élément le plus important et qu'il n'était pas si facile à faire. Alors déjà, il y avait le problème de la fixation. Comment fixer un tube à quelque chose? Alors bien sûr, vous allez me dire, t'aurais pu utiliser des manches en bois, comme ça il suffit de planter une vis et on n'en parle plus. C'est pas faux, mais je vois plusieurs inconvénients. Déjà, le manche à balai en bois, c'est plus cher, et l'autre élément que je trouve important, c'est la réutilisation. Si je plante une vis à bois dans le manche à balai, au bout d'un moment, je vais bousiller le trou et je pourrai plus rien planter dedans. Alors que, avec le manche à métal et mon système de fixation, je peux les utiliser autant de fois que je veux. Mais ce que je vais faire pour la suite, on peut aussi le faire en manche à balai en bois, hein. Ça marcherait aussi bien. J'ai finalement trouvé une solution dont je suis particulièrement fier. L'idée est de mettre la fixation à l'intérieur du tube. Comme ça, il ne s'écrase pas à ses extrémités et reste bien circulaire, ce qui le rend plus solide. En plus, la fixation ne prend pas de place autour du tube, ce qui laisse plus de place pour mettre plusieurs tubes côte à côte. Et ça, je vais en abuser. La fixation est en 2 parties imprimées en PLA qui vont à l'intérieur du tube. Au centre se trouve un trou de forme hexagonale qui correspond à un écrou pour une vis de 6 mm. Et l'astuce, c'est que le trou hexagonal se termine en rétrécissant. Quand on serre la vis, l'écrou descend et écarte les 2 parties qui les poussent contre les parois du tube. Et la touche finale, c'est que l'ensemble est maintenu par un bout de vieille chambre à air de vélo. Le caoutchouc de la chambre à air adhère à la paroi du tube, ce qui augmente la résistance de la fixation. Cette fixation sert donc à faire tenir les tubes sur les jonctions en elles-mêmes. Et pour la jonction, je ne suis pas arrivé au résultat final du premier coup. En fait, les jonctions sont les éléments les plus importants, car ce sont elles qui vont donner la forme de la structure. En gros, plus on peut ajouter de tubes à une jonction, plus on a de possibilités de construction. C'est aussi au niveau des jonctions que toutes les forces s'accumulent ou se répartissent, et c'est donc elles qui vont déterminer la solidité de la structure. Après quelques galères pour trouver la bonne méthode, je me suis arrêté sur une sphère creuse de 50 mm de diamètre et de 5 mm d'épaisseur sur laquelle je place les trous pour fixer les tubes. La contrainte, c'est que la sphère doit être ouverte d'un côté pour faire passer les vis de 6 x 30 mm, tête hexagonale, qui serviront pour la fixation. C'est un des problèmes de ces fixations, c'est que je peux pas faire une fixation avec des tubes de partout, il faut forcément que je prévoie un endroit pour pouvoir faire passer mes vis et pour pouvoir visser correctement. Voici la jonction qui permet de construire une pyramide qui est le volume de base de ma structure. Bon, maintenant qu'on a les jonctions et la géométrie qu'on va utiliser, il faut vérifier la solidité. Oui, parce que je vais pas d'abord construire tout le bateau et ensuite vérifier si ça tient. Je vais d'abord vérifier si ma pyramide est assez solide, pour savoir si je suis sur la bonne voie. On peut déjà commencer par faire une simulation sur ordinateur avec mon poids en pression verticale. Les résultats m'annoncent une déformation de la structure très faible. Donc, théoriquement, je peux monter dessus. Et si ça casse, ça veut dire que la simulation est foireuse. Et vu que la simulation est basée sur les équations mises au point en physique des matériaux, ça voudra dire que cette discipline est foireuse. Et vu que cette discipline c'est de la science, ben ça voudra dire que la science c'est de la merde. Ouais, ce raisonnement me paraît logique. Allons tester la science. Ah, incroyable, ça tient. Ouais, j'ai toujours cru en la science, hein, bien entendu. Il faudrait quand même que je rajoute mon poids au montage, hein, pour se rendre compte de la solidité. Non, c'est bon. Pas la peine de révéler tout ça, hein. Pour être honnête, je suis assez étonné du résultat. Tout est imprimé en PLA avec une buse de 0,8 pour les jonctions et 0,6 pour les fixations, et ça tient plus de 100... un certain poids. Une fois qu'on a notre base structurelle, il manque plus qu'à modéliser le bateau.
Et pour ça m'a pris pas mal de temps, mais je suis plutôt fier du résultat. Le fond du bateau est une structure en pyramide de 2 mètres de long, sur lequel sera posé un plateau pour répartir la masse. Mais je veux que ça ressemble à un bateau, donc j'ai prévu des bords avec une pointe. Cette structure est renforcée par de multiples tubes de longueurs différentes, mais bon, ça tiendra quand même mieux. J'ai dû faire de nombreuses jonctions sur mesure, et ça a considérablement augmenté le temps de conception. Faut voir la tête de certaines d'entre elles pour se rendre compte que ce type de structure peut vite devenir complexe. Mais j'ai voulu rajouter des renforts un petit peu de partout, donc forcément, voilà. Alors oui, c'est vrai, j'ai complètement oublié de parler de ça, mais je pense que vous posez sûrement la question depuis le début, comment ça va flotter ce truc? Parce que bon, tu mets ça dans la flotte, ça coule, hein, direct. Et ben c'est très simple, je vais envelopper la structure avec une bâche. Voilà, c'est pas plus compliqué. Ça sera moche, mais ça sera étanche. La structure finale comporte un petit peu plus de 200 tubes. 200 tubes, donc plus de 400 fixations et 400 vis et écrous de 6 mm. Et quand j'ai vu le résultat sur mon ordinateur, disons que j'ai largement sous-estimé le taf qui me restait. Face aux nombreuses jonctions et tubes à couper de différentes tailles, il a fallu s'organiser avec une nomenclature sur un tableur, parce que sinon on s'en sort pas. J'ai préparé les plateaux de pièces à imprimer pour ma pauvre Under 3 qui va se taper à peu près 200 heures d'impression. Un petit projet fun pour cet été qui disait. C'est simple, elle a tourné non-stop pendant des jours. Dans les chiottes au début, ouais il fait déjà assez chaud comme ça dans les autres pièces de l'appart, hein. Et je l'ai même embarqué en vacances chez la belle famille. Astuce pour économiser de l'électricité. Je vous rassure, une bonne partie sera réutilisée. Je compte recycler le bateau une fois ce délire fini. 400 fixations, c'est 800 parties à rassembler par deux et y mettre un bout de chambre à air, plus un écrou. J'ai pris une bonne boisson fraîche, une série de vidéos à regarder tranquillou, et quelques heures plus tard, j'avais les doigts en feu, mais au moins, c'était fait. Et entre-temps, j'ai dû me fournir en manche à balai. Il m'en fallait 80 environ. J'y suis allé par l'eau de vin une fois par semaine, pour éviter de créer une pénurie de manches à balai dans la ville. Je pense que le prochain coup, je tenterai un partenariat. Hein. Puis il est temps de passer à la découpe. Bien sûr, tout ça passe très bien à l'acier à métaux classique, mais pourquoi ne pas utiliser l'acier à ruban du Fab Lab de Nîmes? Après tout, hein, si j'ai ça à disposition, je vais pas me gêner. Surtout que j'avais un assistant pour m'aider. Bon alors ça c'est fait, mais il reste le problème de la bâche. Et coup de bol, mes parents ont démonté leur ancienne piscine. Je profite donc de l'occasion pour filmer un canard pendant 10 minutes. Ouais, parce qu'il y a un poulailler chez mes parents avec des canards. Donc j'ai filmé un canard. Je profite donc de l'occasion pour récupérer un bout de liner bien épais qui sera parfait pour le job. Ok, tout est prêt, tout est imprimé, l'imprimante n'a pas pris feu, passons au montage. Ça m'a pris 3 jours complets pour en venir à bout. Le tout est bien sûr de ne pas se tromper dans l'ordre d'assemblage des pièces. C'est l'expérience qui parle. Et en fait, étonnamment, mis à part une jonction que j'avais oublié d'imprimer, tout était coupé à la bonne longueur et tout s'est correctement assemblé. Et ça, je dois vous dire que c'est particulièrement satisfaisant. Bon, j'ai fini par piquer la table du salon hein, pour faire les parties hautes, c'est quand même plus pratique. Mais vous voyez que mon atelier, bah, il est pas super grand. Ouais, je sais, ça brise un petit peu le mythe. Enfin si, il y a la pièce où j'ai mes machines, hein, mais bon, je peux pas vous la montrer parce qu'il y a un type habillé en carotte qui a foutu le bordel. Et au bout de 3 jours de boulot, on peut admirer le résultat. La structure est bien alignée, les jonctions sont très solides entre elles. On n'a pas l'impression que tout ça a été réalisé avec des manches à balai et des pièces imprimées en 3D. Enfin si, les pièces imprimées en 3D, on les voit. Mais c'est trop classe. La structure est juste trop classe. Ça rend trop bien, je sais pas, même si je l'avais vu en 3D, le voir en vrai comme ça a trop de la gueule. Il manque plus qu'à assembler la bâche, la fixer, et on sera prêt pour la mise à l'eau. Donc demain, je vais passer au test. On va voir si ça flotte. J'ai absolument aucune idée de ce que ça va donner. On l'a pas testé. Là, je viens juste de terminer le bateau. Juste un petit mot pour ceux qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Je suis spécialisé dans la vulgarisation technique, c'est-à-dire tout ce qui est ingénierie, etc. Et j'explique comment fonctionnent plein de choses. Par exemple, vous pouvez aller voir cette vidéo sur le fonctionnement d'un tunnelier où je suis carrément allé sur un tunnelier en fonctionnement, sous terre. Vous avez aussi cette vidéo sur le mouvement perpétuel magnétique. Et bien sûr, si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, allez voir mon compte Tipeee et Utip si vous voulez me soutenir. Ça permet à la chaîne de vivre, de grandir, enfin bref, vous connaissez la musique. Bon, et on se retrouve au bord de l'eau alors.
Pour le test, j'ai eu l'aide de Philippe, un abonné, qui a prêté sa voiture, et je le remercie sincèrement de s'être déplacé et de m'être aidé pour filmer et pour transporter le bateau. Nous sommes allés dans la charmante bourgade de Colias, qui est un des seuls coins accessibles sur le Gardon, qui n'est pas encore à sec en cette saison. Est-ce qu'elle est bonne au moins? Ouais, ça va. Bon, c'est un petit peu froid parce qu'il est... c'est quelle heure là? C'est 9h du mat là à peu près. On est venu tôt pour éviter d'avoir trop de monde, mais il y a quand même pas mal de canoës. Et nous allons tester la première mise à l'eau. C'est vraiment la première mise à l'eau. On n'a pas testé ni rien, donc si ça se trouve ça va complètement foirer. Déjà on va voir si ça flotte. Hein. Alors est-ce que ça flotte? Ça a l'air de flotter. On va voir si on peut monter dedans, c'est autre chose, hein, parce que ça m'a l'air très... tu vois? Ouais. Je crois qu'heureusement que j'ai pas pris le micro avec moi parce que sinon ça va être compliqué. Bah, si tu peux plus ou moins. Wouhou. Ah ouais, en fait c'est pas du tout stable de ouf quoi. Oh nom de Dieu! C'est pas con ça. Bon, il y a tous les manches à balai qui sont en train de boire la flotte. Avec un petit peu plus de masse, peut-être que ça ira, ouais. Et tu vois, il penche en avant maintenant. Vas-y. Tu le laisses tout ça dedans? En fait, je vais toucher là, tu vois. C'est sûr et certain. Vas-y, tu peux lâcher, voir. Oh putain, ouais. Ouf. Oh non, non, mais c'est pas possible. Ça tient pas. Bon, n'empêche que ça flotte. Mais c'est vraiment vraiment pas stable. Alors je vais rester vraiment aux endroits où j'ai pied parce que si le bateau prend trop la flotte, il va couler. Attends, je remets la GoPro. Je vais essayer de faire un peu. Bon, c'est là où tu vois en fait que les canoës c'est quand même un peu plus optimisé, tu vois. Bon, je suis sûr que les connaisseurs ont grillé depuis le début de la vidéo que le bateau allait être pas stable, mais moi j'ai jamais conçu de bateau et j'ai très rarement fait du bateau, donc j'ai un peu piffé. La ligne de flottaison est très basse et le fond est trop étroit. Le prochain coup je ferai une maquette à l'échelle pour vérifier avant. Enfin, s'il y a un prochain coup. Hein. Pour améliorer la stabilité, on a ajouté de l'eau à l'intérieur. Ça allait mieux, mais ça pointe un autre problème. C'est une vraie baignoire flottante. Si le bateau se remplit trop d'eau, il coule. Donc je pense pas que je vais faire les gorges de l'Ardèche, du coup. Hein. Dans les rapides, ça doit pas être trop ça. Ah, là maintenant, ça va être pour sortir. Attends, je vais essayer de sortir tout seul. Mais pour moi, le bateau flotte et on peut naviguer avec. Mal, mais on peut naviguer. Donc, mission réussie. Je rappelle que le but est de montrer que ce type de structure est suffisamment solide pour encaisser le choc. Et s'il y a des endroits où les manches se sont déboîtées, le bateau a très bien résisté au test. Il s'est pas disloqué sur place, quoi. Même quand il y avait de l'eau à l'intérieur, c'est pas parti complètement en vrille. J'ai fait au moins 20 mètres avec, donc on pourra pas m'enlever l'exploit d'avoir fabriqué un bateau en manche à balai. À une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Par manque de place, le bateau va être démonté puis réutilisé. Je sais pas encore en quoi, mais bon, j'ai pas la place, donc je vais le démonter. Les plans des jonctions et des fixations sont disponibles dans la description, mais pas ceux du bateau, parce que ça va me prendre trop de temps à faire, tout ça pour un bateau qui est pas stable. Si vous voulez refaire un bateau, je vous invite à refaire vos propres plans, etc. Je balancerai le fichier Fusion 360 en vrac, comme ça, pour ceux que ça intéresse de voir comment j'ai fait. Vous allez voir que c'est assez le bordel, parce que j'ai pas mal galéré pour faire les jonctions, mais sinon, je vais mettre les jonctions les plus importantes à part, dans un dossier à part, comme ça, si vous voulez les récupérer, voir comment c'est fait, etc. Nous
N'oubliez pas aussi que si vous voulez construire une structure en manche à balai, faites attention au diamètre des manches à balai que vous achetez et faites attention à prendre tous du même diamètre. Je rappelle que cette vidéo est un carnet de bord et c'est plus le concept de structure et du système de jonction que je voulais vous montrer comme un exemple en fait. Et du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez récupérer cette idée pour des projets à vous. Si vous fabriquez des trucs en manche à balai avec ma technique, n'hésitez pas à m'envoyer un mail via le formulaire de contact ou un tweet, je suis curieux de voir d'autres réalisations, donc n'hésitez pas à m'envoyer des photos. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à aller sur mon Tipeee, mon Utip, etc. Bref, vous connaissez la chanson. Allez, salut! L'important c'est d'essayer. On n'arrêtera pas la marche du progrès, c'est qu'une première version. Non, il faudrait pas que je dise ça parce que ça prend vachement de la place cette merde.